belles, oui. C'est une des plus belles et une des rares qu'on nous a rendues, qui avait été prise par la perquisition, voyez-vous. Et vous voyez le travail de Bell. On connaît les coups de scie et tout. Dans le laboratoire de l'identité judiciaire, M. Bell avait placé un fragment de la tablette dans un bocal qu'il remplit à moitié d'eau. Il fit prendre ces photos à des intervalles de 20 secondes pour montrer, dit-il, le rapide effritement de la pièce. Ce fut l'argument décisif qui lui permit d'affirmer que la tablette avait été fabriquée après 1920. 50 ans plus tard, la même pièce sera soumise à la thermoluminescence. Quel est donc le principe? Eh bien, la radioactivité naturelle dépose à l'intérieur des minéraux cristallisés qui constituent en partie cette céramique de l'énergie. Et cette énergie va provoquer des modifications structurales de la matière à l'intérieur même des réseaux cristallins. Lorsqu'on va chauffer cet objet, une petite quantité, nous en prenons 30 mg par essai, lorsqu'on va chauffer cet objet, nous allons recevoir de la lumière. Cette quantité de lumière est proportionnelle à la dose délivrée, donc au temps. Le potier qui a fabriqué cet objet et qui l'a cuit la première fois a remis cette horloge archéologique à 0. Et c'est grâce à cela que nous sommes capables de déterminer la date à laquelle a été fabriqué l'objet. Nous sommes au laboratoire de mesure des faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette, dirigé par le professeur Labeyrie. Dans ce laboratoire travaillent actuellement M. Valadas et Mlle Valadas. Nous avons ici mesuré une tablette de Glosel, qui est la tablette qui a été rendue célèbre puisqu'elle a servi à l'expertise de Bell. Mlle Valadas fait d'abord une séparation des minéraux au microscope, et puis ensuite, nous procédons à la mesure de la thermoluminescence proprement dite. L'appareil que vous avez ici est essentiellement constitué d'un photomultiplicateur, qui est un appareil qui est destiné simplement à mesurer la lumière, et on enregistre la lumière émise au cours du chauffage, et on peut voir les courbes qui sont tracées sur l'appareil. La courbe inférieure représente la thermoluminescence émise par un morceau de brique moderne, tandis que la courbe supérieure correspond à la mesure qui a été faite sur la tablette dite de Bell. Les chiffres que nous trouvons actuellement le situent aux environs de... C'est assez difficile à préciser car nous avons encore beaucoup à faire pour améliorer la technique, mais aux environs de moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 100 après Jésus-Christ. Au centre d'énergie atomique danois de Riso, près de la mer du Nord, des expériences semblables sont menées depuis 1972 par le docteur Van Menjal, membre de la commission danoise à l'énergie atomique. Lui aussi utilise la thermoluminescence. Les courbes obtenues se rapprochent fort de celles réalisées à Fontenay-aux-Roses. À Oxford, nous avons présenté le résultat de nos analyses de 4 tablettes de Glosel. Depuis, nous avons fait d'autres expérimentations. Nous pouvons dire qu'elles se situent entre 100 après Jésus-Christ et 700 avant Jésus-Christ. Mais pour obtenir des résultats plus précis, il serait nécessaire d'étudier les radiations du sol de Glosel. Édimbourg, le docteur Hugh Mackarel s'y livre aux mêmes expériences. Les dates que la thermoluminescence nous ont données, à partir d'un grand nombre d'objets, se situent aux environs de 600 avant Jésus-Christ. Nous ne pouvons être plus précis qu'entre 600 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Bon, moralité tirée par les protagonistes actuels de l'affaire, ça n'est ni du paléolithique ni du néolithique, donc ça fait plaisir aux anti-gloséliens, et ça n'est ni de 1925, donc ça fait plaisir aux gloséliens. Bon, ça, si vous voulez,
c'est une position plus morale que scientifique. Sur le plan scientifique, il y a un certain nombre de faits qui commencent à se coordonner. En effet, l'on peut maintenant distinguer plusieurs séries d'objets. Ici, nous disposons d'œuvres gravées sur os, dont le datage au carbone 14 a permis de fixer l'âge aux environs de 17 000 avant Jésus-Christ. Ce seraient également les mêmes personnes qui auraient réalisé ces gravures sur galets, et ensuite le site de Glozelle resterait abandonné pendant plusieurs millénaires, et ce n'est qu'aux environs de 600 ou 500 avant Jésus-Christ que arriveraient sur ce site les porteurs de ces urnes à visage que l'on peut voir. Vous voyez les visages qui sont distingués essentiellement par des sourcils et un nez, des petites urnes, et également ces personnes étaient porteurs de tablettes qui portent des signes gravés que l'on peut facilement distinguer. Ces urnes à visage, en fait, elles n'ont rien d'original. Elles sont connues dans bon nombre de régions d'Europe, en particulier en Italie, en Allemagne du Nord, en Hollande, au Danemark également, et approximativement à la même époque. De même, si très exactement ces tablettes ne sont pas connues, l'on connaît des signes alphabétiformes très voisins de ceux-ci qui accompagnent généralement des urnes à visage ou des objets de la même époque, et l'on peut actuellement conclure, tout au moins provisoirement, qu'il s'agit d'une variante, d'une dérivée d'un alphabet étrusque. Mais se pose à ce moment-là un problème, c'est que sur ce galet gravé que nous avons vu tout à l'heure, et qui devrait dater des environs de 17 000 avant Jésus-Christ, s'il est bien contemporain des os qui ont été datés, figurent également des inscriptions qui, à n'en pas douter, sont les mêmes que celles qui figurent sur cette plaquette. Donc, il existe un problème. Est-ce que ces pièces ont été reprises et inscrites bien après les gravures, ou est-ce que ce second lot de gravures sur pierre aurait été fait simultanément aux tablettes? C'est un des nombreux problèmes qui sont posés à Glozelle. De même, par exemple, que la conservation de ces pièces osseuses. En effet, il est couramment admis que dans le type de terrain que nous connaissons à Glozelle, les objets en os ne se conservent pas, tout au moins guère plus d'un siècle. Or, si ces objets datent effectivement de 17 millénaires, comment se fait-il qu'ils aient été conservés jusqu'à nos jours? L'un des points qui avait intrigué les archéologues au moment de l'affaire de Glozelle était la présence de gouttes de verre sur certaines tablettes. Nous voyons ici une tablette inscrite avec des gouttelettes de verre sur la face de la tablette et également sur la tranche de la tablette. Ici donc du verre en fusion qui a coulé. Et c'est pourquoi nous avons entrepris avec M. Pelletier du CNRS un certain nombre de travaux de recherche sur ces verres. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait deux types de tablettes à Glozelle. Il y a d'une part les tablettes inscrites qui ont été datées et qui ont donné, comme vous l'a dit Jean-Pierre Daugas, des datations antérieures à Jésus-Christ, c'est-à-dire vers moins 600. Et puis, il y a d'autres tablettes qui, elles, ne comportent pas de caractère inscrit. Ces tablettes sont beaucoup plus grandes, sont plus épaisses, et certaines d'entre elles ont même des empreintes de morceaux de verre, telles que celle-ci. Ces tablettes, à la différence des autres, ont été utilisées par des verriers qui ont travaillé à Glozelle, sur le site du Champ des Morts, dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Ces verriers ont donc fabriqué des sols pour cuire le verre, et également ils ont utilisé d'autres petites tablettes, beaucoup plus petites celles-ci. Nous les voyons ici, il s'agit de briquettes. Ceci permet donc de dire que dans le premier tiers du XVIIIe siècle, des verriers ont eu connaissance du gisement de Glozelle. Ils ont exploité là le sable du Vareille, et ils ont construit, à l'emplacement même du Champ des Morts, des fours de verrier. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ces mêmes verriers, à leur départ, ont disposé dans l'un des fours à recuire des urnes à visage et des tablettes inscrites. Et c'est là un problème. On ne sait pas pourquoi, ni exactement à quelle époque cela s'est passé. Mais toujours est-il que ces analyses sur les verres permettent de
périodiser le problème de Glozell, c'est-à-dire de démontrer que Glozell n'est pas un tout, mais qu'il y a eu des reprises et que la dernière reprise est très récente. Elle se situe donc dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Bien. Il y a maintenant une petite dizaine d'années, un parlementaire de l'Allier a posé à M. André Malraux, qui était à l'époque ministre des Affaires culturelles, une question écrite demandant quand il envisageait de reprendre des fouilles à Glozell. J'étais à l'époque directeur des antiquités préhistoriques de l'Auvergne et M. Malraux m'a demandé mon avis afin de répondre à cet honorable parlementaire, comme dit la formule. Et j'ai répondu qu'il ne me semblait pas nécessaire de reprendre des fouilles, mais qu'il était au préalable indispensable d'opérer sur le matériel de Glozell le maximum d'analyse, le maximum d'études, de façon à situer le problème, quitte à ce que plus tard, on envisage de faire des fouilles. Depuis 10 ans, les objets dégagés du champ des morts, il y a près d'un demi-siècle, ont été l'objet de nombreuses analyses dans divers laboratoires du monde. Aujourd'hui, que peut-on conclure? Ces analyses ne permettront pas de fermer définitivement le problème. En effet, il sera toujours possible de dire que ce lot d'objets provient de fouilles anciennes qui sont sujettes à caution, et en fait, il serait beaucoup plus commode pour les scientifiques qui se livrent à ces analyses de pouvoir travailler sur du matériel en quelque sorte frais qui sortirait juste du terrain. Et de même pour l'archéologue, il serait beaucoup plus facile de pouvoir dire ces pièces très anciennes viennent d'un niveau profond, ces pièces plus récentes viennent d'un niveau qui lui est supérieur, et enfin... Pour être plus précis, il serait absolument indispensable que nous ayons affaire à des objets fraîchement exhumés, auprès desquels on pourrait placer des dosimètres qui nous donneraient la dose exacte, c'est-à-dire le débit de dose naturel, grâce auquel on pourrait remonter très précisément cette fois à la date de fabrication, c'est-à-dire à la date de première cuisson de cet objet.